Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels, donc édition du lundi 25 juin 2018, et pour commenter et analyser l'actualité toujours abondante du secteur, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, on fait un petit détour par Metz, hein, si j'ai bien compris, puisqu'on parle de l'annonce du Premier ministre avec un fonds de développement lié aux startups. On parle de 400 millions d'euros. Bon, j'allais dire, c'est toujours bon à prendre. Mais je trouve que l'annonce est un peu passée inaperçue. Hein. Ça n'a pas forcément fait les grands titres, alors qu'on parle toujours de la French Tech, finalement. Alors, effectivement. C'est vrai que c'était dans un plan, enfin une annonce assez plus globale. Oui, enfin, j'en ai entendu un peu parler à la radio, mais c'est vrai que le communiqué alors c'était en fait c'est le site du Premier ministre et puis le secrétariat au numérique, donc c'était une opération conjointe. Effectivement, le communiqué était assez laconique. En général, c'est plutôt avec des gros dossiers et tout, mais là c'était assez succinct. Donc vous l'avez rappelé, 400 millions d'euros. Et alors ça s'intitule French Tech Seed, donc on est bien dans le domaine du, ce qu'on appelle le préamorçage. Donc à qui c'est destiné? C'est destiné principalement, je dirais, aux toutes jeunes start-up qui sont issus à la fois soit des laboratoires, soit des incubateurs, mais qui en sont au tout début. Et donc, on le sait, hein, les start-up, c'est un cycle de financement qui commence avec le pré-amorçage, qui va amorçage, premier, deuxième et tour de table. Donc, c'est un séquencement qui est bien phasé et qu'on connaît. Donc là, on est au pré-amorçage, ça veut dire qu'on est au tout début du lancement des start-up. 400 millions d'euros, c'est significatif. Surtout pour cette phase-là. Hein, exactement, et c'est ça ce qui est important, parce que là au moment de l'amorçage, en fait, on donne des sommes qui sont relativement réduites, modestes. Donc ça permet d'orienter, c'est un véritable outil de politique et de recherche industrielle, hein, presque. Et donc c'est étonnant d'ailleurs quand on compare aujourd'hui par rapport à il y a 20 ou 30 ans, les modèles qui sont mis en place. Il y a 30 ans, ça aurait été le ministère de l'Industrie. Le plan XYZ. Et là, maintenant, on est sur un modèle complètement différent. Et donc, c'est, comme vous l'avez indiqué, ce sera géré par BPI. Et ça permettra donc c'est une annonce qui s'inscrit dans les 100 engagements qui avaient été présentés par le secrétariat au numérique, et donc qui avait été présenté à l'occasion de Vivatech. Et donc, dans ces engagements, en fait, il y avait des secteurs qui avaient déjà été présélectionnés, des secteurs pour lesquels on considère qu'on a un avantage comparatif par rapport à d'autres. Et alors, quels sont ces secteurs? Donc, il y a les fintech. Alors, évidemment, à chaque fois, il y a une explication, enfin, il y a une raison qui fait qu'on sélectionne ces secteurs-là. Donc, il y a les fintech parce qu'il va y avoir la délocalisation de la Banque Centrale Européenne qui va venir sur Paris, donc ça va créer tout un levier, une activité intense dans ce domaine de la finance. Et puis il y a aussi l'autre élément important, c'est l'open banking qui favorise, je dirais, donc l'open banking en gros c'est l'obligation pour les banques, je dirais, d'ouvrir les données liées au compte des particuliers, qui permettront à toutes ces entreprises, donc à toutes ces fintech, de consolider des données de plusieurs banques et de proposer à des particuliers, je dirais, d'avoir une vue d'ensemble sur je dirais, tout son patrimoine, tous ses comptes. Donc fintech, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est à chaque fois c'est tech à la fin, hein, donc c'est pas très français, mais enfin c'est comme ça. Le deuxième, c'est EdTech, donc aide pour éducation. Alors pourquoi l'éducation? Là, la raison est un petit peu plus
à la fois un peu flou, c'est un peu par défaut. Tirez par les cheveux, vous n'osez pas le dire. Mais... Si vous voulez. En gros, l'idée, c'est que finalement, il n'y a pas de grands acteurs mondiaux qui se sont imposés sur ce marché-là, et que donc, il y a encore des places à prendre. Donc, bon, c'est la raison qui est invoquée. La troisième, qui est un petit peu plus, je dirais, fournie, c'est le health tech. Donc pourquoi la santé? Parce que il se trouve que, principalement deux raisons, parce que la recherche dans le domaine de la santé est bien, je dirais, est très très bon niveau. Et puis aussi, et c'est ça le plus important, et on en avait parlé au moment du rapport Villani sur l'intelligence artificielle, parce que la France est dotée a des banques de données dans le domaine de la santé qui sont très très importantes. Alors évidemment, ça veut dire qu'après il faut arranger l'environnement législatif, coordonner tout ça, et puis il y a tous les problèmes effectivement juridiques qui sont posés, mais en tout cas, ces données existent, donc on peut les utiliser et on peut en faire quelque chose. Et donc, il y a tout un tas de startups qui vont pouvoir s'y atteler. Et puis le quatrième, c'est la mobilité, donc c'est tout ce qui est véhicule autonome. Alors véhicule autonome, d'ailleurs, si on faisait un petit lien avec ce qui se passe sur Paris et Autolib, on va l'attendre avec impatience, mais bon, en tout cas, c'est le quatrième secteur. Donc, je dirais, voilà l'annonce qui a été faite, et c'est un outil, donc, comme je disais, de politique et de recherche industrielle, dont assez peu de pays sont dotés à cette échelle-là. Donc il y a évidemment... alors on met la Chine à côté, parce que la Chine, c'est un autre modèle. C'est un autre modèle, mais il y a les États-Unis, la Corée du Sud, bien sûr, et puis Israël, la Startup Nation par excellence. Donc c'était une annonce... Ceci étant dit, ça ne résout pas quand même un des problèmes dont qu'on évoque régulièrement. C'est le problème de la sortie pour les startups qui sont... alors est-ce que c'est pas forcément d'ailleurs le rôle de l'État, avec la formule qu'on connaît bien, il y a beaucoup de startups, mais pas beaucoup de hub. Et là, pour le coup, ça résout pas le... Et effectivement, alors évidemment, on va pas être négatif tout le temps, mais c'est vrai que si on regarde en bout de chaîne toutes les startups qui ont réussi à se développer et à avoir une stature mondiale, il y en a quand même relativement peu. Mais bon, c'est un problème, je dirais, presque plus européen que français, entre parenthèses. Très bien, écoutez, pour le coup, on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans les prochains mois, plutôt que les prochaines semaines. En attendant, séquence juridique, on va dire, puisqu'on parle d'un conflit de propriété intellectuelle, on n'en parle pas souvent, entre Teradata et puis SAP, le premier reprochant au second d'avoir emprunté, quand je dis emprunter, c'est une méthode bien sûr, des éléments technologiques au cours d'un partenariat, du joint venture en fait. Alors effectivement, donc quand on dit vol de propriété intellectuelle, on penserait à d'autres pays. Mais là effectivement c'est entre deux acteurs qui sont établis, donc Teradata, si on revient sur le passé, Teradata au départ c'était intégré à NCR, je ne sais pas si vous vous souvenez. Si, bien sûr. Parmi nos lecteurs, il y en a peut-être quelques-uns qui se souviennent encore de NCR, mais on se demandait d'ailleurs ce que venait faire Teradata dans cette association, mais donc elle s'en est sortie et c'est devenu, je dirais, au moment où tout ce qui est Data Warehouse s'est développé, Teradata était un des acteurs importants avec des solutions de type appliance et puis avec une technologie in-memory. Et donc Teradata s'est associé avec SAP en 2008 pour créer un partenariat pour travailler sur ce domaine de l'in-memory. Et quelques années plus tard, SAP est sorti avec son fameux HANA, donc sa base de données in-memory, sur laquelle, je dirais, elle mise énormément, puisque maintenant, je dirais que c'est la base sur laquelle elle pousse les clients à apposer toutes les briques technologiques, applicatives, avec un certain succès d'ailleurs, parce que dans les grandes entreprises, il y a pas mal de HANA. Et donc, on est en 2018. Alors, franchement, je ne connais pas le contenu du dossier, donc je ne suis pas à même de porter un jugement sur l'un ou l'autre des deux parties. D'ailleurs, c'est le tribunal du district de Californie du Nord qui aura la décision à prendre. Mais donc ça s'est fait en 2008. SAP a sorti HANA quelques années plus tard, ça devait être 2011, quelque chose comme ça, 2012. On est en 2018 et Teradata se réveille tout d'un coup en disant que SAP lui a... Donc c'est
c'est à la fois du vol de propriété intellectuelle et c'est aussi pratique anticoncurrentielle. Pourquoi? Parce que donc non seulement SAP aurait récupéré de la technologie du développement de Teradata, mais aujourd'hui avec HANA pousserait les clients de Teradata à migrer vers HANA. Donc c'est la double peine, si je puis dire. Donc, mais ce qui est un peu étonnant, c'est que deux arguments qu'avance Teradata, un, on est en 2018, donc on se dit mais pourquoi il se réveille si tard, parce que ça fait quand même un petit moment que ça dure. Et puis Teradata dit également, enfin fait valoir le fait que SAP pille 40 années de recherche et développement dans le domaine du data warehousing et des bases de données. Là, on pousse peut-être le bouchon un petit peu loin parce qu'on va remonter jusqu'aux bases de données Code d'Asile ou enfin des choses très anciennes. Donc bon, ça c'est peut-être un peu exagéré. En tout cas, le problème est posé et ça risque d'être une bataille juridique qui va être relativement difficile, qui va peut-être durer un certain temps. Et assez complexe d'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'on se demande comment des juges, enfin des avocats peuvent cerner des questions techniques. Ça va être une bataille d'experts, hein, comme toujours. Très bien, bah écoutez, là pour le coup, on aura sûrement l'occasion de, à moins que ça se règle entre avocats interposés, mais ça risque d'être un feuilleton. À l'amiable, mais SAP fera un gros chèque peut-être. En attendant, bah, on reste sur un des secteurs privilégiés d'ailleurs hein, de Teradata, qui est la grande distribution, hein, parce que NCR, on rappelle les caisses enregistreuses, enfin, c'est toute la logique d'ailleurs, je pense, Teradata, Data Warehouse, ils avaient une bonne implantation commerciale. Bref, on en vient à Carrefour, hein, qui pour le coup a signé un partenariat avec Google. Alors c'est un peu les grandes manœuvres hein, en ce moment au niveau de la grande distribution entre les fameux GAFA ou les GAFAM, ou on les appelle comme on veut, et les acteurs de la distribution. On se souvient que Monoprix avait signé avec Amazon il y a quelques temps, notamment pour la distribution physique. Et là, c'est Carrefour qui annonce un partenariat avec Google. Alors effectivement, vous disiez Monoprix Amazon. Là, en l'occurrence, c'est Carrefour Google. Et je pense qu'on va voir de plus en plus des distributeurs, des retailers, qui vont s'associer avec... En fait, ça va être un peu la politique du tout sauf Amazon. Parce que l'idée, c'est quand même de contrer Amazon, qui est devenu le géant du e-commerce. Donc là, en l'occurrence, c'est un partenariat qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le développement d'une nouvelle interface pour faire du e-shopping, comme on dit, en bon français, donc, et qui s'appuiera sur les enceintes Google Home. Voilà. Donc ça veut dire que... On fait ses courses par l'intermédiaire de l'enceinte. OK Google, mets dans mon panier 3 kilos de tomates, enfin bon, et la suite. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, c'est un développement conjoint qui sera fait par les deux, qui devrait arriver normalement en 2019. Et on voit bien que l'interface vocale va prendre de plus en plus d'importance. C'est vrai qu'en particulier, quand il y a les enceintes, on comprend bien, et puis sur un mobile, ça pourrait marcher aussi. C'est sûr que, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est la mise en place d'un laboratoire commun entre Google et Carrefour avec l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, qui est peut-être le plus important, donc on aurait pu citer en premier, qui est que, en gros, Carrefour va passer sur Google Suite. Donc ça, c'est, j'irais, pourquoi on le mentionne? Parce que c'est un contrat important, hein, on passe 160 000 postes en Google Suite, donc c'est quand même significatif. Et puis ça arrive parce que c'est quand même, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, il y a eu Airbus, il y a eu Veolia, il y a eu Valeo, il y a eu Lafarge, Auchan, c'est 230 000 postes sur Google Suite, donc c'est quand même très très important. Et je dirais que, alors je ne sais pas si Microsoft n'a pas besoin de communiquer autour de Office 365, mais en tout cas, là, ces derniers temps, on cite un certain nombre de comptes qui vont vers Google Suite. Donc, à supposer, enfin, je pense que c'est la réalité, Google Suite était quand même assez en retard par rapport à Microsoft, puisqu'il est arrivé bien après. Microsoft est établi sur ce marché-là depuis extrêmement longtemps, mais en tout cas, la signature de ces contrats montre qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot et qu'ils sont en train de monter en puissance. Donc là, vous vous souvenez, quand on avait parlé d'Airbus, on s'était un peu étonné par rapport à l'histoire des problèmes de sécurité. Bon, là, pour Carrefour, c'est peut-être moins important. Quoique, on ne sait pas. Très bien, alors vous parlez de sécurité, Guy, ça tombe bien, puisque le sujet suivant, c'est Inclusif, hein, qui fait son rapport annuel sur l'état un peu de l'état de l'art, on va le dire,
vu par les inclusifs qui, on le rappelle, l'un des principaux clubs des RSSI et autres responsables informatiques en charge de la sécurité entreprise en France, et qui fait un état des lieux, bon, pas très optimiste, mais j'allais dire, on entend des... Pas tant que ça. Alors, pas très optimiste, on ne sait pas, parce qu'ils vont le présenter cette semaine, mais effectivement, on sait que la sécurité, en gros, n'annonce que des mauvaises nouvelles, en général. Enfin, c'est-à-dire, plus on en parle, plus les nouvelles sont pas très bonnes. Et donc, c'est intéressant, parce que, comme vous le disiez, l'Occlusif est sans doute l'acteur historique dans le domaine de la sécurité, en termes de recherche et sur la sécurité. Donc, ils présentent ce rapport. Alors, je ne sais pas combien de rapports ils ont publiés, mais en tout cas, ils ont une profondeur historique qui est très intéressante, qui permet de faire des des évolutions. Ça intervient la semaine dernière, c'est le ministère de l'Intérieur qui lui publiait son deuxième rapport sur la sécurité, qui est beaucoup plus large parce que l'Occlusif est quand même très centré sur les entreprises. Grandes entreprises plutôt. Hein. Le ministère de l'Intérieur, c'était, je dirais, tous azimuts, c'est du particulier l'entreprise et puis aussi les menaces géopolitiques. Donc c'est beaucoup plus large. Mais enfin, je dirais que tous ces points de vue s'agrègent les uns les autres et donnent une photographie de plus en plus intéressante. Cette présentation sera faite donc à la fois par l'Occlusif et puis par un représentant du programme cybermalveillance. Donc c'est un programme qui a été lancé par le gouvernement, je dirais à la fois de soutien, d'aide et de prévention à tout ce qui est cybermenace et malveillance. Donc c'est un site sur lequel on peut aller et si on a eu un problème, on peut dire ce qui s'est passé. Donc c'est quelque chose qu'on regardera avec intérêt. On en parle donc la semaine prochaine, débrief avec vous, Guy. Et puis en attendant, pour conclure cette édition, notre traditionnelle rubrique coup de cœur, coup de gueule, alors là on s'attaque entre guillemets à deux acteurs, Microsoft d'une part, qui a fait l'objet d'une certaine fronde, qui est liée au programme de l'agence qui est en charge de l'immigration, c'est ça, aux États-Unis. Microsoft était partie prenante de l'informatique de cette agence. Ça sert même d'ailleurs comme cas client, il me semble. Évidemment, avec ce qui s'est passé, ça a une petite fronde en interne chez Microsoft. Alors effectivement, il y a une. Alors on parle d'une centaine, je ne sais pas s'il y en a eu plus, mais en tout cas, c'est vrai que c'est suite à l'événement absolument détestable qui est arrivé la semaine dernière, donc de séparation, qui remonte à 2 mois. C'est pas, on s'en est rendu compte la semaine dernière. Enfin, les médias s'en sont emparés, mais c'est quelque chose qui avait démarré 2 mois plus tôt. Donc de séparation des parents et des enfants des migrants illégaux. Donc chez Microsoft, il y a un certain nombre de salariés qui ont émis une lettre ouverte en disant que, en gros, ils voulaient arrêter le partenariat avec l'agence de l'immigration aux États-Unis. Donc ça, c'était à noter. Et la direction de Microsoft je dirais pas contre-attaqué, mais a publié une lettre pour rassurer ses salariés en disant que rassurez-vous, effectivement, nous coopérons avec l'agence de l'immigration, de gestion de l'immigration, mais ce qu'on fait avec elle n'a pas abouti à la séparation des enfants et des parents. Donc je dirais que c'est à la fois... Nous voilà rassurés. Un peu, voilà. Donc ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième... ça manquait un peu, un petit scandale sexuel, j'allais dire. Donc c'est un peu... Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais... on pousse les choses à l'extrême. Donc c'est le patron d'Intel qui a donc été contraint à démissionner parce que dans l'entreprise, vous vous souvenez d'HP, il y avait un cas Mark Hurd, il y a quelques années, qui est quelques années. Et donc là, en l'occurrence, il y a eu alors une politique qui est intitulée, je crois, anti-fraternisation. Donc c'est assez amusant comme... enfin, je ne sais pas si c'est la traduction française qui est bizarre ou si c'est l'anglais. Je ne connais pas le terme anglais. Donc en gros, il a eu une relation avec une salariée de l'entreprise il y a quelques temps. Enfin, c'est pas hier, c'est il y a quelques temps. Et donc, comme il y a cette politique dans l'entreprise, il a été contraint à démissionner. Donc je dirais que on ne sait pas s'il faut dire qu'on est dans le ridicule ou si... Oui, ou c'est peut-être tout bêtement aussi un prétexte qui arrange tout le monde pour se séparer. Parce tel que ça a été présenté. Oui, c'est pas le cas. Mais c'est vrai qu'Intel n'est pas non plus en forme olympique. En tout cas, annonce des bons résultats, mais l'avenir avec toutes les rumeurs sur Apple qui veut construire ses propres puces. Enfin,
la montée en puissance d'NVIDIA sur le GPU, enfin, ouais. Le ratage complet dans le domaine des mobiles, les mémoires avec Samsung qui est très en puissance, alors Intel en est quand même quasiment absent, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Hein. Très bien, bah, écoutez, merci Guy pour cette synthèse. Pour nos lecteurs qui sont intéressés par la problématique des data centers, bah, je leur propose de nous suivre, hein, puisque Guy, vous recevez Régis Castagnier, qui est le patron d'Equinix, qui fera le point sur ce marché de la colocation notamment, hein, qui est évidemment un marché en plein essor. En attendant, bah, je souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. A très bientôt, merci.